le monde puisse bien m'entendre. Donc, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir ce matin pour notre premier petit déjeuner de rentrée. Je vois que, finalement, on peut même se poser la question de savoir si dorénavant, nos petits déjeuners ne devraient pas commencer à 8 h plutôt que 8 h 30. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voilà donc réunis pour notre premier petit déjeuner de rentrée après des vacances, j'en suis sûr, particulièrement méritées. J'espère que pour chacun d'entre vous, l'été s'est bien déroulé et que vous avez pu donc faire le plein d'énergie pour affronter les dossiers de rentrée particulièrement épineux et lourds. Vous le savez, comme dit l'adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et je pense que c'est pour cette raison que notre invité de ce matin nous a demandé d'intervenir des potrons minés. En fait, un impératif de compétitivité, d'après ce que j'ai compris, est apparu la semaine dernière, venant de l'Élysée, et donc l'agenda de notre hôte en a été modifié. Et plutôt que d'annuler notre réunion, nous avons préféré donc vous demander de vous lever un petit peu plus tôt ce matin. Nous quitterons donc vers 9 h, 9 h légèrement plus, mais on va faire en sorte de tenir l'horaire. Donc avant de passer la parole à M. Nicolas Fourcq, président de BPI Group, je voudrais vous dire quelques mots sur la vie de notre association. Vous le savez, à l'issue du petit déjeuner de fin juin, au cours duquel donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir Mme Karine Berger, la FTE a tenu son assemblée générale annuelle. À cette occasion, Mme Laurence Valentin-Asturon, trésorier du groupe Sanofi, a été élue administrateur en remplacement de M. André Rousset, directeur financier de la FUMA. Je profite de cette tribune pour féliciter Laurence et surtout remercier chaleureusement André pour son engagement indéfectible et tout le temps qu'il a bien voulu consacrer à la FTE et ses adhérents. André aura été administrateur de notre association pendant plus de 20 ans et aura exercé entre autres les fonctions de président de la commission conformité et code de bonne conduite et à ce titre a été responsable de la relation avec l'autorité des normes comptables animée actuellement par notre ami Jérôme Haas. Et chacun sait dans cette salle naturellement ô combien la comptabilité occupe aujourd'hui dans tous les dossiers qui occupent un trésorier normalement constitué, je l'en félicite. Par ailleurs, je me permets de signaler que la FTE est très mobilisée actuellement sur deux chantiers majeurs, dont l'un du reste est directement relié au sujet donc traité par notre hôte ce matin. Le premier intéresse avant tout les groupes notés. Vous le savez, après avoir revu la méthodologie appliquée aux émetteurs souverains, puis aux établissements financiers, Standard & Poor's a décidé de se lancer dans la révision de la méthodologie appliquée aux corporate issuers. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans l'exégèse de cette nouvelle méthodologie. Ceci étant, donc, deux réunions ont eu lieu, je le rappelle. La première, c'était le 19 juillet chez notre ami Patrice Tourlière de Lafarge, animé très largement par la Société Générale et l'équipe de Jean-François Véron. Et l'autre s'est tenue le 4 septembre dans les locaux de Standard & Poor's. Inutile de dire que, comme nous l'avions fait s'agissant de la nouvelle grille tarifaire qui nous proposait Standard & Poor's, qui faisait apparaître des augmentations vertigineuses, il nous faut tous nous mobiliser si nous ne voulons pas voir nos notations perdre 1, voire 2 crans dans les mois qui viennent. À cet égard, Daniel Biernet, que je n'ai pas vu ce matin, mais anime avec Patrice Tourlière, vous le savez, la commission notation et a pris la peine d'envoyer, c'était la semaine dernière, à tous les membres de cette commission un email qui est destiné à préparer une réunion très importante en cours de programmation entre donc notre association, la FTE et Standard & Poor's. En effet, il me semble qu'il y a là un sujet de préoccupation majeur qui porte, vous le savez, sur le traitement du cash effectivement disponible et donc sur le niveau de dette qui en résulte. Indépendamment de démarches privées, je ne peux qu'inciter tous les trésoriers concernés à répondre à la sollicitation de Daniel, car Standard & Poor's écoutera la voix de la FTE. J'espère que nous serons entendus. Le deuxième chantier est piloté par le vice-président Hervé Labbé et porte sur le financement des ETI via le marché du billet de trésorerie. Un travail considérable a été accompli depuis la réunion qui a été organisée par Gérard Soularue le 9 avril dernier dans les locaux de la CCIP. Si nous parvenons à régler la question de la notation, ces émetteurs potentiels auront en fait la possibilité de se financer en faisant appel à une très vaste ressource qui est le marché du billet de trésorerie.
En conséquence, 4 groupes de travail ont été constitués: communication, charte émetteur, investisseur, notation et documentation, et sont actuellement mobilisés. Au total, j'ai compté, c'est plus d'une centaine de personnes, d'experts, banquiers, corporate, régulateurs, Banque de France, etc., qui coopèrent pour faire aboutir ce dossier dans les meilleurs délais. Qu'ils soient ici tous remerciés chaleureusement pour le temps qu'ils y consacrent et les efforts qu'ils déploient. Pour ceux qui parmi vous seraient intéressés, donc, je vous invite à vous rapprocher d'Hervé. En matière de manifestation maintenant, j'aimerais mentionner 3 rencontres qui me paraissent très importantes. La première se tiendra le 17 octobre. Il s'agit d'une rencontre professionnelle qui a pour thème contrôle interne et sécurité. Là aussi, sujet cher à tout trésorier. Cette réunion sera surtout pour nous l'occasion de diffuser largement le nouveau cahier technique intitulé « Contrôles internes et bonnes pratiques » élaboré par la commission du même nom, animé par Valérie Saint-Saulieu, que j'ai entreaperçu tout à l'heure, chef du service du contrôle interne du groupe Lafarge, et Corinne Sanchez, directeur associé de Deloitte Conseil. La deuxième manifestation fondamentale concerne nos journées d'études ou journées AFTE. Elles se dérouleront, vous le savez, le 19 et 20 novembre au Palais Brognard et devraient rassembler plus d'1 millier de participants et plus de 50 sponsors. J'en profite pour vous signaler que c'est Michel Pébreau, qui a bien voulu, donc, président d'honneur de BNP Paribas, qui a bien voulu donc accepter d'ouvrir notre séminaire, et donc il viendra nous faire un exposé sur l'état du système financier mondial, donc le premier jour. Le comité de pilotage et toutes les instances de la FEE espèrent vraiment naturellement vous voir durant ces 2 journées, dont le programme, je pense, est particulièrement de qualité, tant par les sujets proposés que les intervenants qui viendront donc s'entretenir avec nous. Quant à la 3e manifestation, elle intéresse davantage les adhérents de la délégation Nord de France. Elle aura lieu le 29 novembre au soir, puisque nos amis ch'tis auront le plaisir d'accueillir et d'écouter Mme Sylvie Goulard, qui est députée européenne, et M. François Pérol, qui est président du directoire de la BPCE et président du conseil d'administration de Natixis. Voilà donc quelques mots sur la vie de notre association. Vous voyez que l'été a été particulièrement riche. J'en viens maintenant donc à notre invité de ce matin, Nicolas Dufourcq. Nicolas, vous êtes né en 1963 à Paris. Est-ce votre passion pour l'alpinisme et votre goût pour le défi qui vous amèneront très tôt à tutoyer les sommets de l'excellence tant durant votre scolarité que durant votre carrière professionnelle? Bref, après de brillantes études qui vous conduiront à fréquenter le campus de Jouy-en-Josas, les pupitres de la rue Saint-Guillaume et les bancs de l'ENA, j'allais oublier ceux de l'école du Louvre, vous voilà nommé en 1988 à l'inspection des finances. Rapidement, vous rejoignez en tant que directeur adjoint le cabinet de René Tolade, qui est ministre à l'époque des Affaires sociales et de l'intégration au sein du cabinet de M. Bérégovoy. En 1994, vous décidez d'intégrer France Télécom en tant que chargé de mission puis conseiller du président Michel Bon. Après avoir occupé successivement le poste de directeur audiovisuel et grand public, directeur de la division médias, vous êtes nommé directeur exécutif de la branche Internet grand public et président-directeur général de Wanadoo. C'est donc au sein de cette entreprise que vous mettrez en œuvre avec talent votre vision entrepreneuriale qui fera que très vite Wanadoo détiendra plus de 50% du marché des accès Internet. Homme d'entreprise, vous êtes également homme de défi. Ou si vous ne résistez pas à l'appel de Paul Emerlin, patron de Capgemini, quand en 2003, dans un contexte ardu, fait de pertes importantes, d'une crise du cash et d'un cours de bourse déprimé, il vous propose de le rejoindre. Vous êtes nommé rapidement DGA en charge des finances, de l'informatique, des achats, et vous participez pleinement au redressement des comptes du groupe par la mise en œuvre d'un plan drastique de réduction des coûts, une application d'une discipline financière essentiellement axée sur le cash, et le développement d'une stratégie de croissance raisonnée permettant donc de sécuriser une rentabilité à long terme. Et pour couronner ce redressement spectaculaire, en 2007, vous êtes désigné directeur financier de l'année. Vous restez 10 ans chez Capgemini, grand provider du cockpit financier des grands clients de l'industrie des services, comme vous l'avez toujours dit, et jusqu'à ce que votre goût pour l'intérêt général reprenne le dessus. En janvier 2013, vous êtes nommé directeur général de la Banque publique d'investissement, établissement financier directement issu de la fusion entre Oseo, le FSI, CDC Entreprises. Et le 15 juin dernier, vous êtes nommé par le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, président du conseil d'administration de BPI Group.
Comment la BPI compte s'y prendre pour participer à la baisse du coût du capital mis à disposition des entreprises? Comment votre établissement sélectionne les dossiers et participe activement au financement de l'économie nationale? Quel est votre degré d'indépendance face à François, Ségolène, Pierre ou Arnaud? Quel retour sur fonds propres escomptez-vous? Comment positionnez-vous votre établissement dans le monde du capital investment et dans le paysage bancaire? Accessoirement, vous qui ne pouvez considérer la finance comme un adversaire, à titre personnel, que pensez-vous de la loi visant à séparer des activités bancaires? Et votre avis sur la taxe sur les transactions financières? Bref, voilà quelques questions, Nicolas, auxquelles vous aurez, j'en suis sûr, à cœur de répondre. Je compte sur vous pour le faire en toute franchise, malgré votre goût prononcé pour le violon. Sans tarder, je vous cède la parole. Bien, bonjour à tous. Excusez-moi de vous avoir fait lever un tout petit peu plus tôt. Je ne suis pas totalement maître de mon emploi du temps. Et c'est vrai que ce matin, le ministre du Redressement productif a décidé d'annoncer ses 35 plans industriels, une espèce de panoptique de l'ensemble des initiatives possibles pour redresser l'industrie française. On va entendre tout ça à l'Élysée dans 3 quarts d'heure. Alors, un petit point sur ce que nous sommes en train de faire avec BPI France. Donc la BPI s'appelle BPI France. Une raison très très simple d'ailleurs, c'est qu'il y a une banque portugaise d'investissement qui s'appelle BPI. Donc il a fallu ajouter un suffixe qui est un très beau, qui s'appelle France. Et donc le nom de l'institution, c'est BPI France. BPI France, comme vous le savez, c'est à la fois une banque de crédit et puis un énorme cabinet de capital développement. Du côté du crédit, je donne quelques chiffres pour donner la dimension de l'objet. C'est 2 milliards de fonds propres et 30 milliards de taille de bilan. On a la possibilité de monter à 40 milliards de taille de bilan. C'est 5% de part de marché, donc c'est pas énorme. Et c'est une banque de place, c'est une banque coup de pouce, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une banque qui permet à des crédits d'être mobilisés pour des PME en cofinancement avec les banques de la place, sans ce qui s'appelait OSEO et qui s'appelle maintenant BPI France Financement, ces crédits ne seraient pas accordés. Il s'agit de quoi? Il s'agit pour beaucoup de crédits long terme, de crédits mezzanines, de prêts participatifs, qui sont très appréciés des entrepreneurs. C'est des crédits à 7 ans, avec 2 ans de différé de remboursement. Pas de prise de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur. Il s'agit beaucoup de crédits de trésorerie aussi, qui remplacent avantageusement en ce moment le stress sur la trésorerie qui est constaté dans la plupart des agences bancaires. Et donc c'est le préfinancement du CICE, ça représente quand même 1 milliard d'euros au premier semestre, à peu près 1 milliard d'euros, un petit peu moins. Et puis c'est la mobilisation des créances court terme publiques et privées, et c'est toutes sortes de crédits court terme. Et enfin, il y a une grosse activité de cofinancement avec les banques commerciales et mutualistes et de crédit bail. Sur le crédit bail, on est à peu près à 15% de part de marché, donc plus élevé que la moyenne de la part de marché de BPI France Financement dans la banque. Ça, c'est la banque avec tout ce que normalement vous devez savoir sur ce que faisait OSEO et qui marche très très bien, qui est très apprécié des entrepreneurs et qui est en plein développement, puisque la taille du bilan de BPI France Financement a plus que doublé dans les 5 dernières années. Donc il y a une vraie demande de marché, notamment sur ces prêts participatifs. À côté de ça, vous avez un cabinet de capital développement qui est considérable en réalité et dont la puissance est révélée par la création de BPI France. On fusionne le FSI, CDC Entreprises et FSI Région. 3 sociétés de gestion différentes qui chacun gérait leurs capitaux, qui ne s'entendaient pas très bien, qui étaient inscrits dans une organisation construite pour qu'ils ne s'entendent d'ailleurs pas très bien. Et on avait un peu curiassé le monde du capital développement d'origine publique. Alors, on les rassemble tous, on crée une seule société qui s'appelle BPI France Investissement, on l'appellera d'ailleurs progressivement France Investissement, et qui gère 18 milliards d'euros. Et avec à peu près 350 à 370 professionnels, dont une grande partie sont localisés dans les 22 régions, dans les territoires proches des entrepreneurs. Ça, c'est la grande nouveauté, puisque on crée en réalité la plus grosse société de gestion AMF française et de loin, et probablement la plus grosse société de gestion capital développement PME d'Europe. À titre indicatif, 18 milliards d'euros, 350 personnes, c'est la taille d'AXA Private Equity.
sauf qu'AXA Private fait de l'infrastructure et a des investissements mondiaux hors France. Nous, c'est uniquement de la PME et de l'ETI française. Donc c'est considérable et vous ne serez pas surpris de comprendre par conséquent que la part de marché n'a rien à voir avec la part de marché de la banque, 5%, elle est de 40% dans le capital développement. Elle est même de 50 à 60% dans le capital risque et dans l'amorçage, qui sont, comme vous le savez, des tests d'investissement compliqués, risqués. Et donc il est assez normal qu'on se projette vers ces risques-là. Alors c'est une société qui est en cours de constitution. Comme vous le savez, ça prend toujours un tout petit peu de temps, les comités d'entreprise, etc. L'AMF, elle sera forgée définitivement à la fin du mois de novembre. Elle est organisée en 4 départements. Je dis tout ça pour simplifier le propos, que ce soit bien clair. Un département qui est le département ETI, grandes entreprises. Bon, c'est ce qui s'appelait le FSI. Mais donc le nom FSI disparaît de ce point de vue-là. Et dans ce département, nous créons un fonds commun de placement à risque evergreen, comme on dit, 99 ans, de 3 milliards d'euros consacrés exclusivement aux ETI. Donc c'est dans cette direction de France Investissement qu'on va trouver tous nos investissements ETI, eux-mêmes localisés dans un FCPR, qui sanctuarise cette doctrine d'investissement-là. Vous avez un deuxième département qui est le département fonds de fonds, qui est le département historique de la Caisse des dépôts et consignations, où on finance environ, enfin même très précisément 284 fonds, donc toute la profession française. Le mandat qui avait été donné à la Caisse en 1995, quand cette aventure a démarré, c'était de structurer une industrie française du capital risque, de l'amorçage et du capital développement. Et donc, mission accomplie, c'était pas évident de le faire en 17 ans comme ils l'ont fait. J'en hérite, c'est une grosse activité fonds de fonds. Ce que je souhaite faire, c'est maintenant peut-être concentrer un petit peu cette industrie, puisque 284 fonds, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont de 10, 15, 20 millions d'euros, et on va dire qu'ils n'ont aujourd'hui probablement pas la taille critique, en tout cas pour lever de nouveaux fonds. Mais une très grosse activité dans laquelle sont injectés plusieurs milliards d'euros quand même, avec un effet de levier qui fait qu'au total, c'est plus de 10 milliards d'euros qui sont mis à disposition des PME françaises. Le troisième département, c'est le capital risque. Ça, capital risque direct, cette fois-ci, nos propres fonds. Et nous avons sous gestion en direct, avec nos équipes, plus d'1 milliard d'euros dans le capital risque spécifiquement, consacré à l'Internet, à la transition écologique, aux biotechnologies et aux maladies rares. Voilà. Alors la nouveauté, c'est que nous créons en ce moment même, je le passe au conseil d'administration demain, un fonds commun de placement de 500 millions d'euros qui sera consacré à ce que nous appelons le large venture, c'est-à-dire des tickets injectés dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à la levée de fonds. Donc des entreprises qui ont un très beau produit, qui doivent devenir mondiales ou rien. Et donc c'est qui tout double, et pour ceci, elles doivent lever des fonds qui sont en général supérieurs à 10 millions d'euros, parfois allant jusqu'à 30 ou plus. Et donc il y avait une grande faille de marché sur ce point-là, parce qu'évidemment c'est assez spéculatif, c'est assez risqué, et nous nous projetons dans cette direction-là. Nous avons fait notre premier closing en juillet avec une très belle société française qui s'appelle WeThings, qui fait des technologies portables, ce qu'on appelle des wearables. Donc c'est tout ce que vous portez sur vous qui mesure vos battements de cœur, le nombre de vos pas, c'est la balance connectée, enfin bon bref. C'est le self-help comme on dit. Et c'est des produits très beaux d'ailleurs et qui sont distribués dans les Apple Store dans le monde entier. Donc nous avons injecté 11 millions d'euros dans une levée de 22 millions d'euros pour une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont on souhaite qu'elle soit un succès mondial pour l'industrie française du numérique. Voilà. Et le dernier département, le quatrième, c'est le département PME, qui est probablement plus important, puisque là, nous faisons environ 100 tickets par an, direct. Donc c'est énorme. Et ça fait des mois très chargés, qui sont en général les mois de juillet et les mois de décembre, où on fait 30 closings dans le mois. Et là, c'est très réparti sur les 22 régions françaises, avec des équipes d'investissement dans toutes les régions, qui sont très irriguées dans les tissus entrepreneuriaux du pays. Donc voilà l'objet BPI France. Évidemment, ces gens maintenant travaillent ensemble, les banquiers et les investisseurs. D'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de secret bancaire à l'intérieur de la banque. Il y a évidemment une muraille de Chine sur les processus de décision. Les comités d'engagement bancaire et les comités d'investissement ne se croisent pas. Ce ne sont pas du tout les mêmes individus qui participent à ces comités. Et donc, muraille de Chine sur la décision. En revanche, sur l'information, c'est-à-dire la compréhension du risque consolidé qu'on prend sur nos clients, évidemment, on partage.
On a combien de clients? On a 200 000 clients en stock. Et on a en flux, chaque année, on accorde à peu près 6 000 crédits à long terme, 70 000 garanties de crédits bancaires privés. Et puis, alors, il y a une très grosse activité également qui est l'ex-Envar, que vous avez connu dans vos études, j'imagine, de distribution d'avances remboursables, d'aide à l'innovation et de subventions. On distribue chaque année quand même 1 milliard d'euros de subventions à l'innovation aux entreprises françaises. Donc tout ceci donne une connaissance vraiment très intime du tissu de la PME et de l'ETI française. Et je trouve que c'est un objet absolument magnifique de ce point de vue-là. J'ai passé un tout petit peu de temps, là aussi dans une logique de best practice et de benchmark en Californie, en Israël, je suis allé en Corée, je suis allé au Japon, à chaque fois 2-3 jours juste, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça permet de sentir le côté complètement unique de l'objet qu'on est en train de créer. Et d'ailleurs, il pose beaucoup de questions, les gens posent beaucoup de questions sur comment on a structuré BPI France, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc c'est intéressant ce qui se passe là, c'est un bel objet. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le contexte actuel? Si je compare ce mois de septembre au mois de décembre, quand je suis arrivé, il y a un très grand changement d'atmosphère tout de même. Décembre, janvier, c'était une espèce de lourde mélancolie, alors on va dire typiquement française, mais enfin quand même, elle était particulièrement nocturne. Et d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes trimestrielles de ceux qui s'appelaient OSEO, il y en a eu 57, la 57e enquête qu'on a publiée en mai, est la plus négative des 57. On n'est jamais tombé aussi bas dans, au fond, les aspirations négatives, la crainte pour l'avenir, la volatilité, etc. Bon. Les choses sont en train de s'améliorer. On sent depuis juillet, août et très clairement septembre, notamment dans les volumes de crédits demandés, des crédits de confiance, donc des crédits d'investissement et de développement long terme, un assez fort rebond de la demande. Et comme je suis en train d'inaugurer les directions régionales de la banque dans toutes les régions françaises, pardon, avec à chaque fois 200-250 entrepreneurs, c'est-à-dire tout le Gotha de la place, le Gotha de Strasbourg, le Gotha de Rennes, le Gotha de Toulouse, etc. On peut mesurer le pouls et honnêtement, ça se décoince. Ça va beaucoup mieux que dans le cœur de l'hiver. Donc je pense que ça va finir par se... on sait déjà qu'on est sorti de la récession, mais je pense que ça va se traduire dans le rebond de l'investissement français. Et je pense qu'on va avoir une fin d'année assez active et une année 2014 même très active. Au fond, c'est pas très surprenant, tout ça est cyclique, même la psychologie, et la psychologie est descendue tellement bas qu'elle ne peut pas ne pas remonter. Et ce qu'on sent bien d'ailleurs chez les entrepreneurs, c'est qu'ils en ont même assez de se plaindre. Ils n'ont même plus envie de faire ce qu'on faisait en décembre dernier, c'est-à-dire des déjeuners où on se couvre leur tête de cendre dans un tour de table où à la fin du tour de table, la table est totalement noire de cendres. Ils n'ont plus même envie de ça. Ils ont envie de repenser l'avenir et de se souvenir que juste en se retournant, on s'aperçoit que le monde entier est en train de croître, qu'il y a beaucoup d'économies qui vont très bien, que les États-Unis sont repartis et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception française. Il y a des opportunités considérables à l'international. Donc notre rôle, c'est d'abord de leur dire ça, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, je leur dis tous les matins, et je leur dis, il faut investir maintenant, absolument maintenant, aussi bien vous, entrepreneurs, que nous, à votre capital. Vous, parce que vous n'avez aucune chance d'être des vainqueurs de 2016 si vous n'investissez pas maintenant. Et nous, chez vous, parce que les bons millésimes sont les millésimes de crise. On est désolé, mais c'est vrai que tous les investissements qu'on fait cette année créeront des multiples des TRI qui seront des TRI de bonne qualité. Les mauvais millésimes sont les millésimes de sommet de croissance. Donc ça sera, on le sait très bien, on le sait déjà, 2015, 2016, il faudra faire très attention dans la manière dont on mettra de l'argent au travail à ce moment-là. Donc voilà ce qui nous anime. On est très actifs, beaucoup de travail pour structurer tout cela. Mais il n'y a honnêtement pas de souci particulier à ce stade. Alors un point sur la relation avec le politique. Évidemment, il y a tout un arc-en-ciel de représentation politique dans le contexte de BPI France, vous pouvez l'imaginer, puisque ça va du président de la République jusqu'au président du conseil régional, et ça descend même plus bas avec les présidents de conseils départementaux, et puis même les élus, les maires qui nous appellent. Bon, alors, un point d'abord, depuis que je suis arrivé, j'ai eu combien de coups de téléphone entrants d'intervention politique? J'en ai eu 4.
Donc c'est pas la mer à boire. Hein. J'en ai eu 4. J'en ai eu 2 d'Arnaud Montebourg, un d'un député et un d'un ancien ministre, maire d'une ville. Voilà. Donc c'est gérable à ce stade. Alors c'est vrai que les directeurs régionaux de BPI France, qui sont tous anciens directeurs régionaux d'Oseo, eux sont immergés dans les communautés, dans les opinions publiques dirigeantes locales. Donc ils ont plus, on va dire, d'influence entrante. Mais enfin, ils vivent avec ça depuis toujours. La beauté de l'objet, c'est qu'on a là une banque qui, depuis toujours, vit dans cet univers-là et qui a toujours su résister parfaitement, puisque les résultats d'Oseo ont été plus qu'honorables dans les dernières années. Et donc vous avez en face de vous tout un équipement managérial qui sait faire ça, qui sait très 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 bien faire du judo avec le monde politique et qui sait le faire depuis très longtemps. Hein. Et c'est ce que je dis à mes partenaires étrangers qui disent ça serait bien qu'on fasse une BPI avec des branches locales, etc. Je leur dis vous allez le faire, c'est très bien, mais il vous faudra probablement une bonne quinzaine d'années avant que vos cadres, vos directeurs régionaux sachent nager dans cet aquarium dont le pH est quand même un peu particulier. Voilà. Et donc ils savent très bien dire non, nos gens. Hein. Ils disent beaucoup, beaucoup, beaucoup non. Et bon, il y a quelques anciens politiques ici, n'est-ce pas ? Et les choses sont telles que sur des dossiers, le bon sens finit pratiquement toujours par l'emporter. Pratiquement toujours par l'emporter. Dans l'investissement, si je prends un cas particulier qui est le FSI a fait 75 tickets. Sur les 75 tickets, il y a 2 investissements que je ne vais pas citer, sur lesquels la pression a été forte, et le FSI y est allé avec peu d'envie. Voilà, il y en a 2 sur 77, et sur les 2, il y en a un qui est déjà ressorti à profit d'ailleurs. Il en reste un qui est un peu problématique, qui ne coûtera pas très cher. Mais donc la force de résistance est là. Alors ensuite, je dois, là aussi en prenant un peu de recul, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux étrangers qui malheureusement ont une perception de la France très négative, comme vous le savez, c'est que l'élection présidentielle française, c'est quelque chose qui est unique au monde, et il faut le comprendre comme tel. C'est une espèce d'enchantement de la démocratie. Voilà, c'est tous les 5 ans, c'est une espèce de saturnale citoyenne, et ça a forcément ensuite des conséquences pendant plusieurs mois, une espèce d'effet retard, de réplique sismique, et j'ai envie de dire maintenant c'est fini. Voilà, l'effet retard de la présidentielle, il s'est achevé dans le courant du printemps, hein, et maintenant on est dans l'opérationnel tout à fait clair. Hein. Et donc le moment Florange, il est terminé depuis très longtemps. Le moment Petroplus est terminé depuis très longtemps aussi. Et il est terminé même dans l'esprit du politique. Et donc on a maintenant, au fond, une opinion publique dirigeante. Là aussi, je réutilise cette expression-là, parce que je pense qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire, qui est très business-friendly, je trouve, de plus en plus, et très axée par des principes de bon sens. C'est-à-dire qu'on prend les bonnes décisions. Il n'y a pas un seul discours d'inauguration de BPI France qui ne redise que c'est BPI France qui décide, que les comités d'investissement ne comprennent que des professionnels de l'investissement, que c'est notre métier, que ce n'est pas le métier de nos mandants. Enfin, c'est avec insistance que c'est dit. Et c'est dit par le président de conseil régional, par le préfet, et quand un ministre est là, c'est dit par le ministre aussi. Donc les choses sont dans l'ordre. Et je n'ai jamais eu d'inquiétude, honnêtement. À aucun moment, je ne me suis dit c'est en train de déraper, c'est en train de devenir un espèce de gosse plan sous influence. Je n'ai jamais eu cette inquiétude-là. Dès le début, je suis arrivé le 17 octobre l'année dernière, 2012, il y a pratiquement un an. Il n'y avait pas un instant où je me suis dit nous sommes en risque. Tout simplement parce que, encore une fois, il suffit qu'on dise une fois non pour que le non ait été entendu. Et je pense que vous avez entendu mon non. Il est arrivé au mois de mars sur Petroplus. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors maintenant, peut-être, oui, avant de passer aux questions, quels sont les besoins qu'on enregistre en termes de financement chez nos clients aujourd'hui? Alors, la trésorerie, elle est en stress, ça c'est clair. Et d'ailleurs, les statistiques de la Banque de France sont extrêmement transparentes. Elles indiquent que les crédits de plus et de moins d'1 million d'euros aux PME françaises sont toujours en croissance par rapport à l'année dernière. Et que le seul lieu du stress, c'est la trésorerie qui est entre, ça dépend des mois, moins 7 et moins 5% par rapport à l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on s'y projette et qu'on fait beaucoup de court terme. Et là,
il y a tout un segment d'entreprises qui sont les TPE, qui représentent une grosse partie de la clientèle de BPI France, qui sont en grande souffrance. Vous avez beaucoup de TPE qui viennent chercher du préfinancement du CICE pour 3 000 €. Hein, le plus bas qu'on ait obtenu, c'est une TPE qui est venue nous voir pour 1 500 € de préfinancement du CICE. Donc il y a vraiment des petites entreprises qui ne savent juste pas faire la dernière semaine du mois, mais pas du tout. Et donc on va continuer d'être très actifs sur la trésorerie avec le préfinancement du CICE, pour les entreprises innovantes, le préfinancement du CIR, et puis tout ce qu'on fait avec la mobilisation de créances et les crédits court terme. Alors, dans le monde de l'investissement, les prêts participatifs dont je vous ai parlé à 7 ans sont très appréciés, extrêmement appréciés. Là, typiquement, on est une banque publique, c'est-à-dire que ces prêts-là, on ne pourrait pas les faire si nous n'avions pas chaque année une dotation budgétaire de l'État qui nous permet de financer les fonds de garantie qui couvrent 70% du risque sur ces prêts. Hein. Et donc c'est pour ça que les banques commerciales et mutualistes ne les font pas. Autrement dit, nous sommes d'ailleurs en ce moment même toujours en discussion et en négociation avec la direction du budget pour obtenir les moyens qui nous permettront en 2014 de faire de grandes enveloppes de prêts. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le faire. C'est-à-dire que tout le monde a compris que c'était un des cœurs de sujet. Et donc, aussi bien via les lignes budgétaires classiques de la direction du budget que via le programme investissement d'avenir, on va être en mesure l'année prochaine d'augmenter très sensiblement nos lignes de crédit participatifs. Donc tous les crédits de développement, encore une fois, c'est des crédits qui sont de développement immatériel. Il n'y a pas d'hypothèque prise sur de l'immobilier ou du matériel, c'est juste de l'argent donné à long terme à l'entreprise pour qu'elle puisse se développer, dans tous les sens. Innover, exporter, recruter des cadres qui vont lui permettre de se déployer, etc. etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous verrez qu'il y aura de plus en plus de ce type de crédit participatif à 7 ans, légèrement mézanine, puisqu'il n'y a pas de prise de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur. Ce qu'on voudrait faire, c'est des crédits à 10 ans maintenant. C'est une grosse demande de la part des entrepreneurs industriels qui veulent réinvestir dans des machines qui elles-mêmes sont amorties sur plus de 10 ans en général. C'est parfois des amortissements sur 20 ans, 25 ans. Les moules dans la plasturgie, c'est 25 ans. Bon. Donc eux veulent des crédits longs et ils veulent du 10 ans. Alors c'est ce qu'on va faire. Simplement pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on puisse les trancher et titriser une partie de ces crédits pour les réinjecter dans le marché et notamment les vendre à l'assurance vie. Donc on les fera pour des signatures de très belle qualité, de PME, ce qui reboucle sur la question qui était évoquée tout à l'heure de la notation, sur laquelle on sera enchanté de travailler avec les groupes de travaux existants. Il y a Standard & Poor's qui est ici représenté, que je salue, puisque j'étais il n'y a encore pas bien longtemps directeur financier d'une boîte du CAC 40, donc bon. Et puis il y a d'autres agences de notation possibles, et en particulier celle de l'Air Hermès, qui a en Allemagne une filiale spécialisée dans la notation des PME. Et c'est un très bon business model pour eux. L'essentiel du marché obligataire allemand dans les PME est noté par Euler Hermès et pas par Standard & Poor's. Et donc, je suis en train de dire que peut-être une concurrence serait bienvenue en France. Bon. En tout cas, il nous faut quelque chose sur la notation des PME et des petites ETI pour qu'on puisse, je ne dis pas les grandes, parce que les grandes, tout va bien, bon duel, tout le monde achète du bon duel, mais les petites ETI pour qu'on puisse acheter du crédit titrisé. Et évidemment, et acheter également de l'obligation qui répond aussi à ce besoin de crédit long terme dans ce segment de marché-là. Donc vous allez nous trouver actifs sur cette question-là, qui nous paraît très très importante, à la lumière de la nécessité de faire redémarrer l'investissement français et de le faire redémarrer de manière capillaire partout, et pas seulement avec des grands programmes. C'est probablement une faiblesse du pays que de penser toujours grands programmes. Voilà, donc ça c'est un sujet pour la fin de l'année, je dirais. Un autre sujet pour la fin de l'année, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le financement de l'export, qui est un vrai problème. Je m'amuse d'ailleurs à poser sans cesse la question de savoir pourquoi et qu'est-ce qui a fait que la Banque française du commerce extérieur a disparu. Il y avait une BFCE, et puis tout d'un coup elle n'existe plus. Enfin, moi je m'en suis pas occupé, je n'avais pas de raison d'ailleurs d'avoir accès à cette banque-là pendant que j'étais chez Cap, mais en se retournant tout d'un coup, elle a disparu. Et quand on discute avec les entrepreneurs, ils ont quand même incroyablement besoin d'une Exim Bank. Dans tous les pays industrialisés mondiaux, il y a une Exim Bank. Il y en a une en Corée, il y en a une au Japon.
Il y en a même une aux États-Unis. Donc on nous demande de financer de plus en plus l'export. Donc on fait des prêts participatifs, qui sont des prêts de 3 millions d'euros, permettant à des entreprises de se projeter. Mais 3 millions d'euros, ça ne va quand même pas chercher très loin. Il y a beaucoup d'entreprises, extraordinaires d'ailleurs, on découvre ça quand on va sur le terrain, le tissu entrepreneurial français. Ceux qui disent que l'industrie française est morte et qu'il n'y a pas de Mittelstand en France se trompent totalement. Il y a un écosystème d'entrepreneurs incroyable. Et donc il y a des entrepreneurs qui gagnent des commandes à l'international de dizaines de millions d'euros pour des entreprises qui elles-mêmes font 20-30 millions d'euros. Donc il y a des gens il y a des vainqueurs. Et ces vainqueurs-là ont du mal à financer ou à préfinancer d'aussi grosses commandes. Et donc il faut qu'on trouve un moyen de les aider. On nous demande par ailleurs de lancer une activité de crédit acheteur à l'export pour les PME et les ETI françaises, où on va donc financer les acheteurs étrangers de nos biens d'équipement. On va le faire, on va créer un département qui fera ça, mais ça ne sera pas nos professionnels qui le feront. Les grandes banques françaises savent très bien faire ça, et donc l'idée c'est plutôt de fournir de la liquidité, notamment en dollars, aux banques françaises qui le feront, sur le modèle strictement copié-collé de la KfW allemande. Et on commence avec un très gros contrat qui nous est un peu transmis, refilé amicalement par nos actionnaires comme cadeau, comme dot, qui est le contrat STX. Vous savez, ce bateau des chantiers de l'Atlantique qui a été vendu, voilà, le deal inaugural du crédit acheteur de BPI France, c'est un bateau pour 700 millions d'euros. Bon, on va essayer de l'avaler. Mais c'est pour vous dire qu'on va aller dans cette direction-là. Et quand on met bout à bout toutes ces initiatives, on finit par se dire qu'est-ce que ça voudrait dire que de remonter vraiment une activité de financement export propre, emboîtée complètement là aussi, puis banque de place avec les activités des banques commerciales et mutualistes. Et la direction du Trésor travaille sur le sujet en ce moment, et donc va nous faire des demandes à la fin de l'année, on attend. Ils ont commandé un rapport à l'inspection des finances qui travaille sur le sujet. Mais donc il y aura à la fin de l'année une recommandation gouvernementale sur qu'est-ce que BPI France doit faire dans le financement de l'export. Voilà, en quelques mots, je parle vite parce que je sais qu'il y a peu de temps. Et on a 10 minutes pour des questions, si vous le souhaitez. Sinon, je continue. Il y a quelques temps aux questions. Qui veut poser une question? La première. Oui, bonjour, Patrick Belot, Legal Suite, une PME des technologies françaises. Les cas d'investissement direct que vous avez cités, se sont faits avec quelle structure? Juste pour réconcilier, vous avez fait annoncé qu'en novembre qui se vient, les structures seraient prêtes. Les investissements que vous avez cités se sont faits avec les structures type FSI Région, etc., préexistantes. Toutes ces structures sont fusionnées dans une seule, qui s'appelle France Investissement. Donc, cas pratique, effectivement, le guichet unique d'entrée pour une partie, justement, enfin, le capital développement, serait, par exemple, la direction de M. Nouveau pour l'Île-de-France? Oui. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, on ne recherche plus nos contacts de la CDC entreprise, ou de FSI, etc. Et tout. On a ce point d'entrée, cette forme de guichet unique. Tout à fait. Et on a déjà très bien, ça donne envie de réactiver nos business plans, voilà, et de donner envie d'investir. Merci. Donc, je précise, la question est un peu codée pour ceux qui ne connaissent pas M. Nouveau. Donc, on a 22 directions régionales. Ces directions régionales, jusqu'ici, c'était celle d'Oseo, elles ne faisaient que du crédit. Et quand un entrepreneur disait « mais attendez, moi j'ai peut-être besoin de fonds propres », on lui donnait un numéro de téléphone et on le lançait dans l'océan, dans l'archipel des fonds de CDC Entreprises, du FSI, de FSI Région, et on lui disait « bon courage ». Donc c'est ça qui est terminé. Hein, c'est-à-dire qu'on a maintenant dans toutes les directions régionales des chargés d'affaires qui sont 360 degrés responsables de l'ensemble des produits, crédit et fonds propres. Alors, ce n'est pas eux qui vont décider des fonds propres, puisqu'ils décident du crédit, mais ils doivent orienter l'entrepreneur vers le fonds, le FCPR, qui correspond à son besoin, de l'amorçage, capital risque, du développement thématique, du développement généraliste, ou même d'ailleurs, évidemment, des fonds partenaires que nous finançons. Le fonds Auriga, le fonds Déméter, le fonds, je ne sais pas, Rothschild Technologies, etc. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps, parce qu'il y a 284 fonds, donc avant d'avoir appris la liste par cœur, nos chargés d'affaires vont prendre un peu de temps. Hein. En revanche, le directeur régional, vous avez cité Novo, qui est donc le directeur régional Paris, et son patron des fonds propres, eux,
doivent savoir ça. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser désormais, en région. Autre question? Je vais vous en poser une. Là. Vous étiez directeur financier de Capgemini, société privée, vous êtes maintenant à la tête de BPI France. Est-ce un choc culturel de passer d'une entreprise privée à une banque? À une banque, non. À une banque publique, oui. Bon, en fait, j'avais été vacciné assez jeune. Écoutez, d'abord, c'est une société totalement privée. Il n'y a pas un fonctionnaire dans BPI France. Hein, elle a simplement un mandat public. Donc j'ai envie de dire, on s'est amusé à le mettre dans quelques-unes des publicités, c'est un peu démago, je suis d'accord, mais enfin c'est assez vrai finalement, c'est le meilleur du public et le meilleur du privé. Donc, ce que je retrouve dans BPI France, c'est un certain nombre de valeurs que j'avais déjà trouvées chez Wanadoo, c'est-à-dire hypercentricité client, énorme énergie, hein, culture client vraiment très puissante, professionnalisme, discipline du résultat, il n'y a absolument pas de doute. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à dire non. Ils savent très très bien dire non quand il faut. Ils ont beaucoup d'autorité, je trouve. Hein, et ils savent bien faire, en plus, ils savent bien le faire. Donc c'est des vrais banquiers. Hein. Ils ont, quand on enlève la partie innovation, ils font un retour sur equity qui est grosso modo celui de BPCE. Hein. Bon, voilà. Donc c'est une banque privée, d'une certaine manière, avec mission d'intérêt général. Et comme il y a cette mission d'intérêt général, ça leur donne aussi, il faut avoir conscience de ça, une espèce de pêche incroyable. Parce que il faut l'admettre, hein, une espèce de supplément d'âme. Vraiment, on rend service aux entrepreneurs et on trouve des solutions qui sinon n'existeraient pas. Donc ça, c'est très agréable. C'est une très belle entreprise de ce point de vue-là. Hein. Alors, bien sûr, la gestion verticale de la relation avec ceux qui sont nos mandants, ça, c'est assez nouveau pour moi. Oui. Y a-t-il une autre question? Je passe la parole à Philippe pour conclure. On aura le temps de faire la photo comme ça. Bah, écoutez, Nicolas, merci en tout cas d'avoir bien voulu accepter dans des conditions, je reconnais, relativement délicates en termes d'agenda, notre invitation. Je dois dire que par rapport aux exposés précédents, finalement, vous avez bien voulu nous décrire un modus operandi s'agissant de BPI France, et je vous en remercie. J'espère que, même s'il y a pas mal de grands groupes représentés ici, pas forcément directement donc, ayant des relations avec votre établissement, je pense que la question de monsieur donc, particulièrement intéressé dans ce que vous développez m'a paru pleine de bon sens, et je vous dis encore une fois merci. J'aurais une chose à rajouter. Je vous en prie. Parce qu'effectivement, je me souviens très bien, pendant les 10 ans que j'ai passé chez Cap, que la PME, ça paraît très loin. Et c'est vrai que je voyais, et je ne savais pas très bien quoi faire pour eux, ces jeunes entrepreneurs du software français toquer à la porte de Cap pour que leur soft soit distribué par nos commerciaux. Hein, et avec beaucoup de difficultés. Hein, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, je suis de l'autre côté et je vois les grands groupes. Hein. Il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je fais des déjeuners d'entrepreneurs ou des dîners d'entrepreneurs, c'est mon plaisir, donc j'en fais beaucoup, au moins 2 fois par semaine, et toujours, ils se plaignent de la relation avec les grands groupes. Hein. C'est-à-dire que c'est frappant dans les tours de table de voir qu'ils parlent maintenant plus de fiscalité, depuis que l'affaire des plus-values de cession a été réglée. Ils ne parlent pas vraiment de droit du travail, ils parlent des normes, de l'administration gendarme, tatillonne, paperassière, hein, des escouades de gens qui viennent avec des doubles décimètres pour mesurer la taille de la table à langer au rez-de-chaussée de l'hôtel. Bon, ça, ils ne supportent plus, ils sont complètement exaspérés. Et ils se plaignent énormément de ce qui, pour eux, est un déficit de solidarité française comparé au comportement des grands groupes italiens, allemands, ils citent aussi l'Espagne pas mal, enfin surtout allemands. Hein, Alors ça, voilà, donc je vous livre le message. C'est un message très puissant. Alors il y a plein d'initiatives qui sont montées pour essayer de tenter de régler ce problème-là, mais qui sont à mon avis pas du tout à la mesure du problème. Hein. J'en termine là en vous disant que la phrase qui est sans cesse prononcée, c'est quand on a un nouveau produit, on est une petite boîte, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires,
On sait la vendre à un grand groupe étranger. Il n'y a pas un grand groupe français qui va nous l'acheter. Ils sont beaucoup plus conservateurs. Ils ont toujours la trouille de prendre une nouvelle techno, dès lors qu'elle n'a pas été adoubée par le monde. Hein, et ça crée un déficit de compétitivité considérable, puisque du coup, pour eux, il n'y a pas de marché intérieur français. À quoi je réponds? Écoutez, faites votre deuil à la limite de ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça prend tellement de temps à régler, un problème comme celui-ci. Il n'y a pas de marché intérieur français, donc soyez mondiaux tout de suite, et on va vous financer pour que vous soyez mondiaux. Mais enfin, c'est quand même un vrai problème. Bien, écoutez, en tout cas, merci encore une fois de ce moment passé avec nous. Et merci à vous en tout cas. Bonne matinée.